collègues, mesdames et messieurs. Bernard Valero est né en 1960, le 12 août, comme Alexandre le Grand, Jean Nouvel et François Hollande. C'est-à-dire qu'une bonne fée s'est penchée sur son berceau, au vu de sa carrière, qui permet de penser, mieux qu'une fée. Ce sont ses parents, Raph et Sonia, dont il dit « Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes ». Humour et pudeur, donc, pour rendre compte de ses origines et de tout cet amour reçu qui semble être encore aujourd'hui le carburant de cet architecte hyperactif. Un héritage à parts égales, 27 ans à Évry, 27 ans à Paris. D'abord les grands ensembles, le parc des Loges, le lycée d'Évry, les pyramides d'Andro et Para, et les copains et la musique. Le bac en 1980, des études à Paris-Belleville, de Jacques Lucan à Édith Gérard, le diplôme en janvier 1987 à UP8, où il rencontre Frédéric Gadan, son alter ego professionnel. Des classes chez Antoine Stinko et les plans du jeu de pommes si long qui ne tenait pas sur deux tables à coller, et le défilé de Jean-Paul Gould pour le bicentenaire de la Révolution française. Puis chez Dussapin et Leclerc, premier bâtiment dessiné, premier chantier. Commence alors la grande aventure et les nuits blanches face à face avec Fred sur la table Corbusier. Nathalie fait des maquettes chez Bolz et Rodriguez, Bernard dessine les bureaux de Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce. Et puis l'agence Valero Gadan, créée en 1992, remporte le concours de la mairie de Arles, qui recevra le prix de la première œuvre en 1995. Changement de décor, l'appartement dans le Marais, avec vue sur l'agence, son épouse Nathalie et lui, entre vie privée et vie professionnelle, deux architectes à temps complet. Le groupe de rock Valero Les Kids, ces deux garçons, rendez-vous annuel de la profession à la Flèche d'Or, comme exutoire pour cet homme pressé entre Paul Morand et Noir Désir. Quand il corrige un dessin à l'agence, il peut dire si on mettait cette façade en musique, elle sonnerait faux. La musique, ça s'entend quand on fait une fausse note. Bernard Valero sera architecte conseil de la DRAC de Bretagne et enseignant à l'école d'architecture de Versailles. S'ensuit une œuvre protéiforme de logements sociaux ou privés, d'équipements sportifs et industriels, de groupes scolaires et de centres hospitaliers, un travail en perpétuelle recherche plastique de l'héritage moderne à la forme forte de la Fondation Imagine, qui fera dire en Henri Siedani, qui est ce Valero que je n'ai jamais eu comme élève. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir Bernard Valero. Merci. Bonsoir. Je remercie Jean-Luc pour ce qu'il vient de dire, parce que c'est un ami. Je suis très touché de ce qu'il vient d'évoquer. Enfin, il a pratiquement tout dit, donc je ne sais pas ce que je vais raconter, mais enfin, c'est pas grave. Je suis très touché d'être reçu ce soir par l'Académie. Pour moi, c'est très important. Je trouve que c'est nécessaire dans la carrière d'un architecte de temps en temps avoir cette main tendue, d'avoir cette reconnaissance. Je pense à un acteur de cinéma qui a eu un prix à Cannes, qui doit à mon âge, que j'aime beaucoup, qui a dit que depuis le bac, il n'avait jamais rien reçu sauf ce prix. Et je trouve que, toute proportion gardée pour moi, c'est assez important de donner des choses aux autres, d'échanger avec les autres et de leur faire ce cadeau de temps en temps. Donc je remercie l'Académie de m'accueillir ce soir, je trouve ça nécessaire. C'est vrai que beaucoup de confrères pensent que les distinctions ne servent à rien, qu'on ne fait pas ça pour ça, je suis d'accord, mais de temps en temps ça fait du bien, parce que c'est un métier compliqué, qu'on porte à bout de bras et qu'on aime avec passion. Donc quand quelqu'un vous tend la main et vous dit bon, après un arrêt sur image, c'est pas mal, ça fait du bien, quoi. Voilà. Après, Jean-Luc me dit tu parles pas de ton architecture, donc moi l'architecture et la musique c'est tout ce que je sais faire. Donc j'ai choisi comme il l'a dit, de parler des 27 ans passés en ville nouvelle, parce que j'ai fait 27 ans en ville nouvelle, et paradoxalement 27 ans en ville nouvelle à Paris. Mais je crois que quand on est né en banlieue, on reste un banlieusard. Bon, je vous fais grâce des années algériennes, parce que ça c'est pas très intéressant, mais quand on est né en banlieue, quand on a vécu en banlieue, c'est quelque chose qui reste à vie. Je pense que c'est dans l'ADN des gens. Et ça m'a porté jusqu'à ici, jusqu'à maintenant, dans ce qu'on fait avec Fred, mon associé, parce que ce sont des bâtiments dans lesquels on a vécu, et je pense qu'ils nous apprennent beaucoup de choses sur la vie et sur les autres.
Donc contrairement à mes confrères qui sont passés avant, je ne vais pas montrer des architectes très célèbres comme Scarpa et autres qui sont des gens éminents, mais plutôt la vie du quotidien, la vie simple, c'est-à-dire la vie des gens qui habitent dans des grands ensembles. C'est pour ça que j'ai taillé mon propos sur un artiste qui s'appelle Mathieu Pernaut, que j'ai découvert au Jeu de Paume il y a quelques années, avec ma femme Nathalie. On a découvert cet artiste, et on a trouvé que c'était assez remarquable sa manière de montrer les grands ensembles, même si paradoxalement aujourd'hui ça passe à la télé tous les soirs, on voit les grands plans sur la comète et autres. Et il a montré ça simplement, et il a surtout montré l'humanité et la poésie qui existe dans ces grands ensembles. Moi je viens de là-bas, et donc je pense que c'est très important de ne pas les décapiter, de ne pas faire des grands messes comme on fait à la télé à 20h en mettant de la dynamite dedans, parce qu'il y a des gens qui ont vécu là-dedans, et ça marche très très bien, et je pense qu'on n'est pas responsable des problèmes socio-économiques. Donc je pense qu'on fait une confusion entre le contenant et le contenu. Donc Mathieu Pernaut a fait un livre qui s'appelle Grand Ensemble, que je vous recommande, qui est très très bien. Voilà, j'ai souhaité juste étayer mon propos sur ces bâtiments, je le trouve admirables, qui ont servi la France après les années 50, et qui ont permis d'accueillir plein de gens, vivre normalement, décemment. Et ce qui est admirable dans son travail, à Mathieu Pernaut, c'est qu'en fait, il a zoomé ces cartes postales. C'est très simple, c'est tout simplement des cartes postales complètement basiques, qui vont, comme on a tous connu, avec un timbre derrière. En fait, il les a zoomés en mettant en évidence ce quotidien, cette vie ordinaire, mais très poétique. Il y a des gens qui habitent là, il y a des gens qui ont vécu là, et qui vivent encore, et qui vivent très bien. Ce ne sont pas que des quartiers avec cet espace, comme on sait, de délinquance. Il y a effectivement ça, c'est pas un monde de bisounours, mais c'est comme des bâtiments qui ont tenu la route et qui tiennent toujours la route. Donc je passe des images comme ça. Ça, c'est une image d'Evry, Grand Ensemble, où j'ai donc habité et vécu. C'est pas pour faire pleurer, hein, c'est pas la question, c'est simplement pour donner. Et je pense qu'à l'Académie, il y a beaucoup d'architectes anciens qui ont travaillé sur ces bâtiments. C'est aussi une manière de leur rendre hommage. C'est des architectes peut-être plus anonymes, moins connus que les autres, mais qui ont bossé sur le renouvellement de la France. C'est vrai qu'à l'école d'architecture, on apprend plutôt les cités-jardins, comme Châtenay-Malabry, ça, il faut y aller absolument, on part en carte. Là, on ne va pas visiter ça. Hein. Les gens ne vont jamais à Évry, sauf dans les années 80, quand j'ai commencé mes études, où Siriani, Edith Girard, Godin commençaient à construire, que c'était des vrais laboratoires pour tous ces enseignants. Mais en tout cas, ça, c'est beaucoup plus ancien. Et bon, effectivement, ce n'est pas de grande facture. Je voulais juste montrer l'architecture normale et ordinaire. Ça, c'est encore des images qui, moi, me touchent, parce qu'on voit cette, comment dirais-je, cette association moi j'appelle ça des tours couchés, hein, les bars. Pour moi, c'est des tours couchés, des tours allongés. On voit cette association de bâtiments avec des orientations tout le temps similaires, est-ouest en général, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'est-ouest quand on a vécu dedans. Je continue. Donc c'est quand même des produits assez impressionnants. Et ce que je trouve intéressant, je vais montrer une autre image, bon, là c'est toujours la même chose. Là je vais montrer un bâtiment qui nous touche à Fred et à moi, mon associé qui est là, parce qu'on a traîné des milliards d'heures dans cette barre, qui est très simple, c'est une barre qui fait 12 étages et 12 cages d'escalier. Il y a 500 familles qui vivent là-dedans. On a passé des milliards d'heures ici et on s'est rendu compte peut-être là pourquoi on allait faire de l'architecture. Après, c'est une barre qui fait 11 mètres de large, qui est est-ouest, tout bonnement. Donc on commençait les discussions le soir avec le soleil couchant, chez les potes qui habitaient là-dedans, au 12e étage, et on finissait le matin avec le café, avec le soleil qui se lève. Et c'est pour ça qu'un séjour traversant, c'est vraiment super bien. C'est pas l'appartement qui est traversant là-dedans, c'est le séjour qui est traversant, ce qui fait qu'on voit la course du soleil, et c'est assez magnifique. Alors c'est peut-être là qu'on a appris, enfin je pense moi, à aimer l'architecture, et à faire ce métier, à aussi partager avec les autres, parce que c'est aussi une vie en banlieue qui apprend le partage et la discussion avec les autres. C'est des discussions sans fin dans ces bâtiments, parce que les gens se connaissent, parce qu'on passe d'un appartement à l'autre, et parce qu'on pratique cette vie sociale, on va de la MJC à ce bâtiment, et on fait l'inverse dans tous les sens. Et c'est pour ça que je pense que c'est là qu'on a, enfin, pour moi en tout cas, appris à aimer l'architecture et à aimer ces grands ensembles. C'est marrant, mais jusqu'à un certain âge, je pensais que toutes les villes avaient cette morphologie. Parce que pour moi, avec ma mobilette, passer dans les grands espaces et dans ces grands territoires, sans jamais aller à Paris trop souvent, on se rend compte qu'en fin de compte, c'est la liberté. C'est vraiment passionnant parce que l'espace libre est tenu par ces bâtiments. Contrairement aux ouvrages qu'on fait aujourd'hui, même si je travaille dans ces actes qu'on fait aujourd'hui, mais je ne suis pas le dernier à l'ouvrir, je vous garantis, on fait des bâtiments R+4, voire R+5, c'est-à-dire un exploit. En général, on les espace de la largeur de leur hauteur, et on a l'impression que parce qu'on fait un îlot ouvert, qu'on recrée la ville. Moi, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à l'îlot ouvert. Quand on voit Portzamparc qui fait de haute forme, il peut faire son bâtiment parce qu'autour, il y a Paris,
Donc il peut être tout seul à faire ses hautes formes parce que toute la ville est constituée autour. Et je crains que les actes qu'on est en train de dessiner soient, à mon avis, des erreurs pour la ville. Parce que ces bâtiments-là, eux, ils ont la dimension pour tenir l'espace libre. Les autres ne l'auront jamais. Et là, l'espace libre, on le pratique. Alors que dans les autres, les espaces ouverts, on ne peut pas les pratiquer vu qu'ils vont être fermés. Donc, c'est pour tout ça que... je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais enfin... je trouve que la ville, en tout cas, le grand ensemble, avait d'énormes qualités. D'énormes qualités pour moi. Après, quand je rentre d'Evry, parce que j'y vais toutes les semaines, comme pour aller reprendre ma dose, j'ai pratiqué ça, et ça c'est Claude Parent, et c'est un bâtiment remarquable et magnifique. Il est au bord de la Nationale 7, et sans mauvais jeu de mots, il tient la route. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il date des années 60, et à l'époque, je connaissais Claude Parent, pas personnellement, parce qu'au moins, on nommait les architectes quand ils faisaient des bâtiments. Et c'est un bâtiment assez incroyable, c'est un simple centre commercial, un des premiers, il est passé à la télé plein de fois à l'époque, parce qu'on allait faire les courses dans un truc avec son caddie, on posait sa voiture, enfin c'est un peu un truc à l'américaine, mais qui marche super bien, qui est en béton brut, qui a été repeint, mais il est toujours là, et ils n'ont pas encore dynamité. Voilà. Et je trouve que ce bâtiment est assez impressionnant, très simple, pour des gens simples. Ça, c'est un autre bâtiment qui, pour moi, est aussi l'architecture du quotidien, c'est l'atelier de Montrouge avec Riboulet. Pour moi, c'est des maîtres, ces gens-là. C'est le béton brut, c'est l'expression du totem, c'est l'expression de la complexité. C'est un travail incroyable sur la superposition, sur les strates. Je trouve ça magnifique, il a failli être détruit. Hein. Là, il est en réhabilitation, heureusement, il y en a deux. C'est des bâtiments pour les logements d'EDF. Donc je travaille mes fils toujours devant ces bâtiments, parce que quand on rentre, on passe par là, et c'est presque une espèce de pèlerinage, hein, quasi obligatoire. Voilà, ça c'est important. Dernier ouvrage que je voulais montrer, avant de montrer deux projets de l'agence, c'est un ouvrage de l'agence Angé Puccinelli, qui sont pour moi des maîtres des années 70. Comme quoi l'architecture des grands ensembles, ou l'architecture de banlieue, parce que c'est un immeuble qui pourrait être à Évry, ça, hein, sans problème. Quand il est dans Paris, il n'y a pas de problèmes sociaux. Hein. C'est peut-être la manière de montrer qu'en fin de compte, l'enveloppe ne fait pas le social. Elle aide à ça, mais en tout cas, en plein Paris, c'est un bâtiment, chaque fois que je passe devant, j'habite pas loin, je suis toujours en extase, je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est un truc incroyable. C'est des gens admirables, je ne sais pas comment ils faisaient pour dessiner ça. Et c'est vrai que j'adore les années 70, les balcons filants, la Tulas et compagnie, mais là, c'est juste une grille mathématique incompréhensible. Et ils l'ont fait, ils sont en retrait par rapport à la rue. Et quand je passe devant, je me dis, ma banlieue m'a suivi à Paris, en fait, parce que c'est un bâtiment de banlieue. En fait, quand je montre ça et quand je montre le boulet, c'est pour après montrer un projet de l'agence, pas pour dire, voilà, on sait faire, Jean-Luc l'a expliqué, mais pour expliquer cette espèce de synthèse, pour celui qui va suivre, entre Riboulet et eux. C'est un bâtiment très simple qu'on a fini à Saint-Ouen, qui est un totem aussi pour nous. Alors bien modestement par rapport à Riboulet et à Angé Puccinelli, on n'en est pas à leur stade, hein, bien évidemment. Mais c'est un petit clin d'œil. Il y a le béton brut, il y a l'aspect totem, on fait 11 étages. Pour nous, c'est déjà un chef-d'œuvre. C'est presque une tour. Et en fait, on a introduit aussi l'aspect mathématique parce que c'est un bâtiment qui est décliné sur l'esprit du QR code. Parce que le béton est matricé sous la forme d'un QR code et après il se développe dans sa dimension générale. Ça rappelle un peu le principe des fractales. Donc c'était un peu une espèce d'association entre Riboulet et Angé Puccinelli, peut-être une forme de synthèse ou un mini-hommage que j'ai voulu leur rendre. Ce bâtiment est très important pour moi et pour nous, et je voulais remercier Manichan qui est ici ce soir, parce qu'on est aussi avec une agence, et c'est une femme remarquable qui a travaillé très longtemps avec moi sur ce projet, qui travaille encore d'ailleurs parce que c'est toujours pas fini, et qui n'a rien lâché, parce que je crois qu'on fait un métier où il ne faut rien lâcher, c'est un peu notre devise à l'agence, on ne lâche rien, c'est-à-dire qu'à chaque fois on peut apporter quelque chose. Ici, il faut savoir que c'était avec Cogedim, qui n'avait jamais fait de béton brut, et on a mis 500 €, parce que, autre détail, comme on ne construit jamais dans Paris, parce qu'on ne doit pas être assez jeunes, on construit dehors, et des prix 1500 francs, 1500 €, pardon, c'est mon côté old school, 1500 €, on a fait des bâtiments pas trop mal, et on a réussi à convaincre ce maître d'ouvrage, que je salue, parce que c'est vraiment, il fallait vouloir le faire, vendre du béton brut aujourd'hui, gris clair, c'est quand même pas mal, et on a réussi à le sortir. Ça c'est une tranche de ce bâtiment, avec un petit gymnase. Et enfin, dernier bâtiment que je voulais montrer, parce que c'est un bâtiment de l'agence qui me tient à cœur, le dernier qu'on a terminé. Alors celui-là est dans Paris, mais c'est l'assistance publique qui avait organisé ce concours. Je voulais le montrer pour ce que ce métier représente pour moi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une rencontre avec des gens admirables. Et c'est la Fondation Imagine qui est le boulevard Montparnasse, avec l'Institut Imagine. Ce sont des chercheurs éminents. Et je crois qu'au-delà de la forme, l'association avec Jean Nouvel, un peu genre le mariage de la carpe et du lapin, parce que
Je ne connaissais pas Jean. Et on s'associe, on fait ce qu'on gagne, on n'était pas attendu, c'était plutôt marrant. C'était plutôt tif et tondu d'ailleurs. Enfin, bon. Et on fait ce bâtiment, il pourrait être en béton parce que ce qui m'intéresse c'est la masse, c'est pas le verre. C'est un bâtiment très lourd et qui est décollé du sol, comme dans tous nos principes, mais c'est surtout pour ce qu'on a fait avec les chercheurs que je veux le présenter. En fait, il représente pour moi l'essence même de notre métier, c'est-à-dire le partage, l'échange, le regard vers l'autre et l'altérité. C'est tout ça. Et on a rencontré des chercheurs dans ce bâtiment, enfin j'en ai rencontré, ils ne sont pas tous sympas, hein. C'est des profs de médecine top niveau, c'est des trucs... donc il y a des biens, et voilà. Mais ceux que j'ai croisés, avec qui j'ai travaillé, qui étaient tout le temps en réunion de chantier, échanger avec moi, et je crois que la synergie est arrivée parce que, en fait, ils font le même métier que nous. C'est des chercheurs, c'est des profs de médecine, mais ils font un concours tous les jours. Chaque patient est un concours pour eux, puisque les enfants arrivent là-dedans avec des maladies connues ou inconnues, maladies orphelines ou pas. Et alors quand le gamin arrive et que les parents l'apportent, qui ne connaissent pas le nom de la maladie, bah, ils cherchent, ils font comme nous. Mais là encore, ils ne lâchent pas l'affaire. Et alors, des fois ils gagnent des concours, des fois ils les perdent comme nous. Et quand ils les perdent, ils ont une déception qui est la même que la nôtre, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui a manqué dans la chose pour que l'enfant ne soit pas soigné. Et dernièrement, Arnold Muniz, qui est le plus grand chercheur de cette fondation, qui à mon avis fait le même métier que nous, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est non-stop. Ça n'arrête jamais. Il m'a dit que lors de la visite qui a été organisée pour les Journées du patrimoine, je faisais visiter le bâtiment, il est passé, il sortait de son bureau, on était samedi, 8h du soir, un truc de ouf, et il me dit, aux gens qui étaient là, le bâtiment participe à la thérapie aussi, parce qu'il nous aide dans ce cadre-là à soigner les gens dans des conditions saines et acceptables, parce que ces patients étaient reçus à droite à gauche à la PHP dans des espaces, vous savez, les maladies génétiques, on ne sait pas très bien ce que c'est, on ne sait pas comment les soigner. Là, ils ont fait une maison de la santé, et il était très content qu'on ait pu faire cette chose ensemble et arriver modestement, parce que je ne suis pas médecin, à participer à cette thérapie. Voilà, je voulais présenter ce bâtiment l'année. Je voulais remercier l'Académie de m'avoir reçu ce soir, remercier mon agence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous, avec des femmes remarquables, Manichan, Anaïs, Nathalie, ma femme, Françoise, enfin beaucoup de femmes qui bossent avec nous et d'hommes, mais c'est vrai qu'on n'est pas très à la parité, c'est normal. Côté banlieue, peut-être, je ne sais pas. Et donc, je voudrais les remercier parce qu'elles font un travail incroyable, ils font un travail remarquable. Et puis, ma femme, mes enfants et mon papa qui est là ce soir. Merci beaucoup. Alors la soirée n'est pas terminée. Alors tout d'abord, nos nouveaux enfants à l'Académie vous offrent un buffet. On va ouvrir les portes de là, ça va être difficile parce que tout le monde ne pourra pas rentrer à la fois. Mais comme nous avons de grands espaces à l'Académie, ceux qui ne pourront pas rentrer au buffet pourront aller visiter l'exposition. Alors on fera des chambres pour que ça puisse marcher. Et puis c'est pas terminé, il ne faudra pas oublier, avant de partir, de passer par notre petite librairie pour partir, évidemment, avec le catalogue de l'exposition, moyennant la somme maudite de 15 €. Voilà, je vous remercie tous.